Il fait toujours la une de l'actualité. Le Covid-19, depuis son apparition, continue sa progression en faisant des victimes à travers le monde. Le Togo n'est pas épargné. Depuis la déclaration du cas index le 6 mars dernier, notre pays a enregistré un mort. Quelle est la situation actuelle à ce jour du 31 mars? Et du côté du chercheur Lomé Commune, comment évoluent les choses? Et quel est l'état des malades? Nous serons situés tout à l'heure dans cette émission. Comment gérer la problématique des nombreuses idées reçues concernant le coronavirus et les fausses informations? Nous ferons également la part des choses dans cette émission. Et quand la médecine traditionnelle s'invite dans cette lutte contre le Covid-19, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Ensemble pour la lutte contre le coronavirus, nous sommes tous impliqués et interpellés. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 2 heures de temps et nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux ce soir pour regarder ou bien pour suivre l'émission spéciale Santé d'abord. Bonsoir à tous. Voilà 4 invités sur le plateau pour nous éclairer et nous donner assez d'informations sur le Covid-19. Nous avons à ma droite, juste à côté, professeur Mireille Prince-David. Elle est docteure en médecine avec les spécialités virologie, bactériologie et immunologie. Professeur honoraire à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. À côté du professeur David, nous avons docteur Lindao Alain Bawé. Il est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Et à ma gauche, juste à côté, nous avons le père Johannes Kossi Aziabli. Il est curé à la paroisse Marie-Reine de Baie. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que le père cherche parmi les spécialistes en santé? Eh bien, le père Johannes Aziabli est là pour nous faire le tour d'horizon sur l'apport de l'Église catholique dans cette lutte généralisée contre le coronavirus. N'est-ce pas, mon père? Ah oui. Loué soit Jésus. À jamais. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci, madame. Et à côté du père Aziabli, nous avons le professeur honoré Kossi Koumaglo. Il est professeur honoraire des universités, il est chimiste, mais beaucoup plus spécialisé dans la chimie des produits naturels. Chers invités, bonsoir. 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 Soyez tous les bienvenus dans nos studios, dans les studios de la télévision togolaise. Et comme je le disais tout à l'heure, le sujet qui nous rassemble ce soir, vous le savez tous, est un sujet brûlant de l'heure qui suscite toujours réflexion, mobilisation et action tous azimuts, dont l'un des volets reste la sensibilisation. Nous y sommes justement ce soir, et ce soir, beaucoup de questions de nos téléspectateurs seront prises en compte, mais en attendant, nous avons quand même droit à certaines informations et nous y allons tout de suite avec la toute première question. Elle va s'adresser au professeur Mireille Prince-David. Professeur, le Covid-19 est une infection virale et de nouveaux cas sont en train d'être enregistrés chez nous. Alors dites-nous comment se présente la situation actuelle au Togo à ce jour du 31 mars. Merci. Nous faisons tous les jours la compilation des cas. Il y a une unité mise en place pour cela. Et nous avons les cas du 30 mars, puisque nous avons les cas donc de hier soir. La cellule travaille de 16h à 16h. Et donc hier soir à 16h, ce qui a été dit ce matin est déjà sur les ondes. Nous avons 34 cas confirmés. Donc 23 sont sous traitement, 23 cas actifs sont hospitalisés au centre de Kégué. Sur ces 34 cas confirmés, 10 ont été guéris avec une confirmation biologique et nous avons malheureusement observé un décès.
Alors, professeur, dites-nous, les nouveaux cas de ces derniers jours sont-ils tous des Togolais? Il y a eu 4 nouveaux cas. Effectivement. Un homme de 30 ans qui est un Togolais, un homme de 40 ans qui est tchadien mais qui vit dans notre pays, un homme de 31 ans qui réside à Lomé, qui est sénégalais, un homme et qui est revenu, qui est rentré dans notre pays le 23 mars, et un autre homme, un autre sénégalais de 28 ans qui aussi réside à Lomé. Alors, docteur Baoué, vous êtes infectiologue et le Covid-19 est une infection virale, justement. Alors, dites-nous, j'ai entendu sur une radio au cours d'une émission de sensibilisation qu'il existe 3 catégories de malades. Alors, comment est-ce que vous les classez et sur quels critères? Alors, merci madame. Avant de revenir sur ma question, je vais un peu apporter un éclaircissement ou bien rectificatif sur allez-y. Au niveau des nationalités. On n'a pas un Tchadien, plutôt un Malgache. C'est un pilote malgache qui est venu de N'Djamena. Alors, on a publié que c'était un Tchadien, mais ce n'était pas un Tchadien, c'est un Malgache. Très bien, merci. C'est le rectificatif que je l'ai apporté. Merci. Alors, par rapport à ma question, oui, effectivement, au niveau des malades, on a 3 types de malades. On a le premier cas, ce sont les malades qui sont testés, les patients, pour le dire ainsi, qui sont testés positifs, mais qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de signes. Et ensuite, on a les malades ou bien les patients symptomatiques, donc qui ont des signes, parmi lesquels on peut distinguer 2 catégories. Ceux qui ont des signes légers à modérés, et puis ceux qui ont des signes de gravité. Donc voilà la répartition, les malades asymptomatiques, les malades symptomatiques, au sein desquels on a 2 groupes. Ceux qui ont des signes mineurs, légers à modérés, et des signes de gravité. Alors très bien, on sait depuis un certain temps que les malades sont hospitalisés du côté du CHR Lomé Commune. Alors dites-nous, est-ce que tous les cas testés positifs nécessitent obligatoirement une hospitalisation, ou bien l'hospitalisation va dépendre de l'état clinique du malade? Alors, je peux répondre par oui et par non à cette question. Tous les cas ne nécessitent pas d'hospitalisation. C'est ça. Alors, dans notre contexte, tous les cas positifs sont hospitalisés. Pour le moment, on arrive à contenir, mais si on arrive à un certain nombre de cas qu'on n'arrive pas à gérer, les cas asymptomatiques dont j'ai déjà parlé seront suivis à la maison. Voilà. Donc pour le moment, tous les malades, tous les patients qui sont testés positifs sont hospitalisés. Et c'est justement pour freiner freiner la chaîne de transmission. Mais si on arrive à un nombre vraiment explosif, on sera obligé de laisser toujours surveiller les malades asymptomatiques chez eux à la maison. Alors, qu'en est-il des malades qui sont guéris? Est-ce que vous les libérez? Est-ce qu'ils rentrent chez eux à la maison? Ou bien ils sont en confinement quelque part pour un suivi-contrôle de quelques jours de plus? Alors, depuis le premier cas index que nous avons eu qui a guéri et qui est sorti, enfin elle est sortie de l'hospitalisation, mais elle a été confinée dans un hôtel, à l'hôtel Ibis, pendant quelques jours encore. Mais aujourd'hui, tous les cas qui sont guéris rentrent à la maison. Et ils n'exposent pas les autres personnes au danger du Covid-19. Je vais répondre non, puisqu'ils sont guéris, donc il n'y a plus de risque. Nous allons revenir à cette guérison. Professeur David, vous avez quelque chose à ajouter? La guérison n'est pas sur des signes qui n'existent plus, ce n'est pas sur des signes cliniques. Lorsque nous disons guéri, le signe est biologique. Il y a une analyse par laquelle on va chercher dans les voies aériennes, dans les narines, dans les voies aériennes chez le sujet suspect, on va chercher la présence du virus et on va chercher en fait la présence du génome du virus. Tout ça là, c'est compliqué pour nous. Non, on peut dire que c'est vraiment c'est ce qui caractérise vraiment le virus. Voilà, on va le chercher par une technique. Et lorsque on contrôle cet individu, lorsque ce test devient négatif, ça veut dire que la personne ne porte plus le virus dans les voies respiratoires. Ce virus-là ne passe pas dans le sang. Il est essentiellement localisé dans les voies respiratoires.
Alors, je repose la question concernant la guérison. Alors, lorsque vous parlez de la guérison, est-ce que cette guérison est-elle synonyme de la disparition complète et totale du virus dans le corps? Oui. 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 Oui, vous confirmez? Oui. Ou bien cette guérison dont on parle, c'est juste la disparition des signes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Nous y reviendrons. Je me tourne vers le professeur. Docteur Baoui, vous avez dit qu'il y a des sujets asymptomatiques. Oui, qui ne présentent pas des signes. Voilà. Donc, mais qui portent le virus. Voilà. Ce sont des porteurs sains. Des porteurs sains. Exactement. Professeur Koumaglo, jusqu'à présent, aucun vaccin n'a été trouvé face à ce dangereux virus. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais qui nous suivent en ce moment et qui doutent encore de l'existence de cette maladie chez nous au Togo, professeur? Tout simplement, je dirais que le coronavirus, tel que cela se manifeste ailleurs, doit nous édifier. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis, pour se rendre compte qu'il y a un danger réel, menace à la demeure, et que chaque Togolais doit suivre les indications des dirigeants dans le domaine de la santé. Très bien. Et absolument, il vaut mieux apprendre des autres que de vouloir expérimenter soi-même ce que la nature exige de vous. Ça coûte plus cher à vous-même, à la collectivité et à toute l'humanité. Donc il vaut mieux tranquillement et très humblement apprendre des autres, les écouter et faire ce qu'on vous demande de faire. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Mon père, alors, vous êtes un homme de Dieu, un homme d'église. Depuis que cette situation est apparue, on a commencé par parler du Covid-19, du coronavirus. Comment est-ce que vous appréhendez la situation au sein de votre église? D'abord, je vous remercie de m'avoir accepté sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci aussi à mon évêque, Monseigneur Nicodème Bariga, qui m'a délégué pour participer à cette émission de sensibilisation. Tout à fait. Je dirais que depuis le 16 mars, quand le gouvernement a lancé le communiqué qui recommande les mesures de prévention de ce virus, la conférence des évêques du Togo n'a cessé de multiplier les messages pour interpeller les chrétiens à rentrer dans l'application de ces mesures de prévention. C'est ça. D'abord, les évêques du Togo nous ont demandé d'appliquer scrupuleusement les recommandations. À travers les lettres pastorales. Voilà, les recommandations du gouvernement, à travers donc plusieurs lettres pastorales. Et ils ont aussi pris des mesures pour que ces recommandations soient bien vécues dans nos assemblées liturgiques. Par exemple, ils nous ont demandé à la messe de ne plus donner le baiser de paix en se serrant les mains, de ne plus faire des accolades et puis aussi de ne plus recevoir la communion sur la langue. Parce que quand c'est sur la langue, on peut facilement transmettre le virus. Donc désormais, recevoir la communion dans les mains. Ils ont aussi supprimé le service des enfants de chœur. Et à partir du 21 mars, lorsque le 20 mars, le gouvernement a décidé la fermeture totale des églises et des lieux de culte, eh bien, nos évêques nous ont demandé aussi d'obéir. Donc, depuis le 21 mars, les églises, les chapelles, les divers lieux de culte, du moins pour l'église catholique que je connais, sont vraiment fermés. Et
Le peuple de Dieu est invité désormais à vivre ce que Jésus a dit à la Samaritaine, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Que notre cœur devient la chapelle où nous pouvons rencontrer Dieu et nos familles deviennent l'église domestique où nous pouvons nous rassembler pour adorer Dieu. C'est vrai. Merci mon père. Je ne vous coupe pas la parole, mais nous allons revenir un peu sur l'appréciation que vous faites des mesures prises par l'État. Je me tourne vers le professeur Mireille David. Vous êtes bactérivirologue. Alors, est-ce que le Covid-19 est un virus qui se propage tout seul ou bien il se déplace avec la personne qui l'abrite et qui se déplace d'un point A vers un point B? Alors, le coronavirus, comme tous les virus, ne se déplace pas tout seul. Un virus, c'est pas un être vivant, c'est quelque chose qui vit sur une cellule vivante. Donc, le coronavirus va se retrouver dans les cellules des voies respiratoires, du nez, de la gorge, des bronches, des poumons. Et lorsque nous parlons, nous nous exprimons comme ça, nous dégageons des petites gouttelettes qu'on appelle des petites gouttelettes de salive qui contiennent de très fines gouttelettes de salive qui contiennent quelques cellules et du virus. D'accord? Et ces gouttelettes sont émises à une certaine distance. Et le virus y est vivant jusqu'à une certaine distance. On peut dire, vous avez donné une bonne image en disant, est-ce que le coronavirus se déplace avec la personne? Oui. Il va, lorsque ces gouttelettes souillent, par exemple, une surface, alors sur cette surface, pendant quelques heures, il peut y avoir du coronavirus. Mais à plus de 2 mètres d'intervalle, il est vraiment difficile d'imaginer que le coronavirus puisse être encore vivant s'il est émis jusque-là. Il y a eu une expérience récente qui a été faite en laboratoire et qui a été publiée par des scientifiques où ils ont utilisé une pompe, un pulvérisateur, et ils ont montré que lorsque l'on pulvérise des gouttes, des fines gouttes, elles peuvent aller très loin. Mais dans la vraie vie, et ça a été dit sur plusieurs médias de scientifiques, notamment hier même, dans la vraie vie, on ne peut pas postillonner jusqu'à 2 mètres ou 3 mètres d'intervalle. C'est ça. Voilà pourquoi la mesure de distanciation a fait ses preuves. Et lorsqu'on est à un rayon de au minimum 1 mètre de son voisin, on ne risque pas de le contaminer. Très bien. Je pose la question parce que beaucoup de personnes pensent que le virus se propage, bien se trouve dans la nature, dans l'air. C'est ce qui justifie d'ailleurs le port de masque un peu partout parce qu'on a peur d'attraper ce virus-là qui se promène dans la nature. Oui, c'est absolument pas comme le bacille de la tuberculose. Ce n'est pas ça du tout. Okay. Pas ça du tout. Très bien. Merci beaucoup, professeur David. Nous allons aller tout de suite au premier sujet de cette émission. La situation, vous savez, elle préoccupe tout le monde et personne ne reste indifférent face au Covid-19. Des inquiétudes et plusieurs interrogations sont sur des lèvres. On se pose des questions sur comment et quand tout cela va finir. Nous allons vous proposer 3 questions que certaines personnes se sont posées. Nous les écoutons tout de suite à travers ce mini micro-trottoir. La question que j'ai maintenant, si eux ils peuvent nous trouver quelque chose contre le coronavirus, s'ils peuvent nous donner quelque chose pour nous protéger là, ça c'est mieux. Coronavirus même, moi je ne veux rien savoir là-dessus, mais ce que je veux c'est la solution. Comment on va faire pour s'en sortir? C'est tout ce que moi je veux, parce que d'où ça vient, où ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse là, comment on va s'en sortir? Moi, ce que je vais poser comme question, est-ce que ce virus-là vient de Dieu ou bien c'est l'homme qui a créé ça? C'est ce que je veux savoir. Parce que, à voir ce que ce virus a causé comme dégâts dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment énorme, quoi.
Et c'est Dieu même qui a voulu tuer la population comme ça, le monde comme ça, ou bien c'est créé par un homme, un esprit mauvais, associé à un homme mauvais, méchant dans ce monde. C'est aussi nous les chrétiens, quoi, que la prière, surtout, intense prière, quoi, pour anéantir les feux de ce virus. Confiné 2 semaines que l'État a fait là, vraiment beaucoup gâter les choses, quoi. Comme nous le savons, nous les Togolais, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on mange, quoi. Voilà, 3 questions qui se résument à 3 préoccupations fondamentales. Se protéger contre le virus, s'en débarrasser définitivement. On n'a pas envie de savoir d'où il vient et comment il se transmet, mais on veut s'en débarrasser. Et la 3e préoccupation, c'est est-ce que Dieu en est pour quelque chose? Justement, nous avons un homme de Dieu parmi nous, Père Aziabli. Vous avez écouté, nous avons réagi par rapport à l'intervention de la 3e personne qui se demande est-ce la colère de Dieu qui s'abat sur toute la planète? Qu'est-ce que vous répondez? La parole de Dieu nous dit que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est vrai que l'existence du mal dans le monde a toujours dérouté l'intelligence humaine. C'est un mystère. Dieu est tout puissant, mais pourquoi il y a encore le mal dans le monde? Et la parole de Dieu qui est vérité nous rassure que Dieu n'est pas responsable des malheurs qui nous arrivent. C'est ça. Et le livre, la lettre de Saint Jacques le dit très bien, chapitre 1, verset 13. Et puis le livre de la sagesse nous dit clairement que ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. La mort est introduite dans le monde par la jalousie de notre ennemi, le diable. Et tous ceux qui pâtissent avec le diable font l'expérience de la mort. Dans ce cas de coronavirus, chers amis, que personne n'attribue la responsabilité à Dieu. Dieu n'en est pour rien. Et je peux dire que ce que nous vivons ressemble un peu à l'expérience de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Dieu leur a accordé tout, la liberté et la mission de dominer le monde. Mais leur condition humaine ne leur permet pas tout. Dieu a donc mis une ligne rouge à ne pas franchir, symbolisée dans la Bible par le fruit défendu. Mais justement, nos premiers parents, poussés par le diable, ont voulu franchir cette ligne rouge. Et la conséquence, la mort et les diverses souffrances que nous tous nous connaissons. Vous voyez, les hommes de la science, en voulant mettre, je dirais, en pratique cette recommandation de Dieu, dominer la terre, il me semble qu'ils sont partis un peu plus loin. Plus loin, ils ont franchi la ligne rouge, tout comme nos premiers parents. C'est comme disait François Rabelais, que la science sans conscience n'est que ruine de l'humanité. Oui. Quand nous voulons creuser, en écartant le côté moral, on va à la dérive. Mon père, est-ce que ce soir, vous répondez à cette préoccupation fondamentale qui dit, est-ce que ce qui nous arrive, c'est la punition de Dieu, oui ou non? Je l'ai déjà dit, dans d'autres termes, que oui. Dieu ne peut jamais nous envoyer une telle maladie. Voilà. Le coronavirus n'est pas tombé du ciel. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Très bien. C'est l'homme même en gérant mal la liberté que le Seigneur lui a donnée. Qui subit les conséquences de ses actes. Ouais. Très bien. Très bien. Et Dieu, lui, il est toujours là, justement, pour nous aider encore à sortir de cette crise. C'est vrai, Dieu est toujours amour. On a compris. Professeur Amaglo, tout à l'heure, je vous avais vu sous
sourire lorsque le monsieur, on est toujours sur la dernière personne qui parlait de confinement. Alors c'est vrai que l'État n'a pas pris une décision explicite concernant le confinement, mais prise de conscience oblige les Togolais eux-mêmes font l'auto-confinement. Est-ce que vous pensez que lorsque cette mesure va être prise, ça va vraiment gâter beaucoup de choses, comme l'a dit le monsieur de tout à l'heure, qui vous a fait sourire, je vous avais vu sourire tout à fait. Oui, avant d'aller jusque-là, je voudrais ajouter un petit mot à ce que notre révérend père a dit. Allez-y. Vous savez, dans l'histoire du monde, il y a toujours une étape de construction et puis de destruction et de reconstruction. Tout à fait. Ça a été toujours comme ça. Et c'est quand il y a déséquilibre, comme il a dit, qu'il y a destruction. Et je ne voudrais pas parler, je ne suis pas mieux placé pour le dire, mais vous voyez comment le premier et le deuxième temple de Jérusalem ont été détruits. Et à un moment donné, il fallait reconstruire. Reconstruire avec intelligence, et c'est le sens du progrès. Et l'homme se reprend, se ressaisit et bâtit à nouveau. Bon, maintenant, venons à la question du confinement. Je crois que jusqu'aujourd'hui, le mot n'est pas clairement prononcé, parce que les incidences sont difficiles à cerner. Vous vous rappelez de ce qui se passe dans notre pays, dans notre pays ami à côté, où carrément on exclut le confinement comme outil de combat contre le coronavirus, par exemple. Parce que il faut en avoir les moyens. Mais ce que nous faisons ici et qui est admirable, je dois dire, c'est que cette étape de sensibilisation fait déjà son œuvre. Quand vous circulez à Lomé, vous trouverez très souvent des gens qui ont le masque, qui utilisent déjà les masques. Et devant... Si nous pouvons avoir les images, nous nous sommes promenés, c'est vrai, nous avons promené la caméra dans les rues de Lomé pour voir un peu comment les gens se comportent face au Covid-19. Effectivement, comme l'a dit le professeur Koumaglo, beaucoup de masques, les gens ont leurs masques, les gens ont même des gants et ils circulent avec ça. Oui. Voilà, merci beaucoup à la régie. Et devant les immeubles publics, par exemple, on a installé des lave-mains. Et vous voyez, ça crée une économie, une autre approche. Et vous voyez des gens qui produisent ces bassines, lave-mains. Vous en trouvez un peu partout sur les marchés, les jeunes qui vendent des masques et des gants. Un peu partout dans les pharmacies, vous en trouvez. Oui. Donc, il y a une sensibilisation qui fait son œuvre. Ce qui est préoccupant, je dois dire, c'est quand vous allez à l'intérieur, où nous n'avons pas la même appréhension des choses. Oui. Et donc, il doit y avoir une politique ou une approche orientée vers cette masse qui est la masse la plus importante de la population, la plus active d'ailleurs. C'est ça. Pour que nous ne nous retrouvions plus dans le cas du VIH-Sida, où on n'a pas voulu croire au début et on a été surpris avec un désastre considérable. Non, nous ne voulons plus aller jusque-là. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Docteur Baoué, professeur David l'a dit tout à l'heure et vous l'avez également dit, il y a certaines personnes qui ne présentent pas de signes. La maladie, donc, elle est asymptomatique aussi. Alors, dites-nous, la grande inquiétude, c'est justement là le danger. Comment savoir la personne qui est là à côté, mon collègue qui est là à côté, est porteur de ce virus-là? Comment le savoir? Oui, comment le savoir? On ne peut pas tout de suite. C'est pourquoi on a pris des mesures pour
Parce que lorsque l'épidémie a commencé... Les mesures barrières. Les mesures barrières. Ouais. Alors, lorsque l'épidémie a commencé, le premier cas ne pouvait être qu'un cas importé, c'est-à-dire que c'est une personne qui va ramener ce virus dans le pays. Et à partir de ce cas, il y aura des contacts et on aura des cas communautaires. Et donc, c'est lorsqu'on aura les cas communautaires qu'il faut justement prendre ces mesures parce que la personne qui est en face de vous, vous ne savez pas si elle est porteuse ou pas. Donc, justement, il faut se protéger. Nous sommes tous exposés. Oui, on est tous exposés. Professeur David, est-ce que vous pensez déjà à une stratégie de détection de ces cas-là? Alors, détecter toutes les personnes asymptomatiques est une attitude difficile, est une décision difficile et parfois périlleuse. Et techniquement, est-ce que c'est faisable, oui ou non? Oui, techniquement, la technique peut tout faire. Mais est-ce que, quand vous engagez une telle stratégie, vous appréciez le bénéfice, risque et coût? Vous devez apprécier ça. Si on est porteur, on n'est pas porteur aujourd'hui, on peut l'être demain. Est-ce que nous avons la capacité de dépister tous les jours tout le monde? Voilà pourquoi la stratégie qui est de dire on va dépister tous les cas contacts. Lorsqu'on trouve une personne positive, tous ceux qu'il a rencontrés vont être suivis, observés, et à la fin du temps d'observation, nous allons essayer de les dépister. Et ce temps d'observation dure combien? Ce temps d'observation, nous l'avons fixé à 14 jours, parfois un peu plus. Et c'est vrai que nous avons des contacts relativement proches que nous avons installés dans un hôtel. Et on les surveille tous les jours, on surveille leur température, etc. Et pour certains d'entre eux, c'est ce qui a expliqué les cas guéris, d'ailleurs pour certains d'entre eux, ils ont pu être testés. Mais l'ensemble n'a pas pu être encore testé. Pourquoi? Parce que les tests que nous avons à l'heure actuelle, nous les réservons pour les cas les plus probables. Et donc, nous ne sommes... Est-ce que vous parlez des cas probables, c'est-à-dire des cas suspects? Des cas suspects, mais les plus suspects probables. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est vraiment avec une définition bien précise qui est je reviens d'un pays où il y a... Je reviens de voyage. D'un pays à risque. D'un pays où il y a déjà beaucoup de cas. Je reviens de voyage. J'ai mon conjoint, j'ai mes enfants. Voilà comment on cherche les contacts. Et donc, tous les contacts sont répertoriés. À l'heure actuelle, nous avons à peu près presque 500 contacts répertoriés. Et un certain nombre d'entre eux est suivi de façon serrée. Mais nous n'avons pas encore pris la décision de prélever tous les contacts. Néanmoins, c'est une réflexion à faire dès qu'il y en aura la possibilité. Peut-être que nous allons le faire. Il y a des pays qui ont plus de moyens que nous. Je crois que c'est le seul pays d'ailleurs qui l'a fait. C'est la Corée du Nord. Du Sud. C'est la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud. D'accord, Corée du Sud. Où ils ont décidé de dépister tout le monde, presque tout le monde, pas tout le monde, dans une stratégie où les gens ne vont pas prendre de risque. La personne qui va faire le dépistage aussi ne prend pas de risque. Et donc, c'est une stratégie, les gens sont dans les véhicules, il y a une protection et on les prélève. Nous, pour les sujets contacts, nous sommes en train de réfléchir et de voir, d'organiser cela. Mais le dépistage d'une maladie pour laquelle 80% des personnes restent asymptomatiques, plus de 80% restent asymptomatiques. La stratégie du sujet contact, de screener les sujets contacts est plus fructueuse et plus
facile à organiser. Très bien, professeur. Nous allons poursuivre avec les questions de nos chers téléspectateurs. Vous savez que cette émission, elle est faite pour la population. Et donc, cette population a réagi à travers beaucoup de questions et de préoccupations. Nous allons prendre une liste de 5 questions que nous allons épuiser et après, on va continuer. Alors, première question, je l'adresse au docteur Bawé. Alors, la personne dit « Je tousse depuis 1 mois, mais je n'ai pas les autres symptômes. Dois-je m'inquiéter ?» Oui et non. Oui et non. Non, parce que depuis 1 mois, une toux depuis 1 mois, ça ne peut pas être une infection à coronavirus. Et oui, parce que entre-temps, la personne peut rentrer en contact avec un cas confirmé ou un cas index, je ne sais pas. Et puis bon, le processus peut continuer quoi. Mais une toux qui dure depuis 1 mois, surtout s'il n'y a pas de contact avec quelqu'un qui est revenu de voyage ou bien un cas confirmé connu, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien. Professeur, si les grandes personnes se protègent avec le cache-nez, comment protéger les enfants, surtout les nouveau-nés? Ça, c'est une question à 100 000 francs. Parce que, effectivement, vous voyez, sur ce point, je ne sais pas s'il y a des indications précises aujourd'hui. Mais je vois de plus en plus en circulation de bonnes femmes qui, en se protégeant, protègent leurs enfants aussi. Alors, dans ce cas, par exemple, le confinement mesuré, est-ce que j'ai besoin de sortir avec mon enfant? Ou est-ce que je laisse mon enfant à la maison pour vaquer à mes occupations? Sorte de confinement ménagé à l'intention des enfants, des nouveau-nés, et avec un regard de parents attentifs. Ça, c'est très important. Je voudrais rebondir pour évoquer cette hantise ou cette préoccupation, cette angoisse que chacun de nous peut vivre à sa manière. Ou spontanément, il y a des gens qui veulent aller se faire dépister pour savoir est-ce que j'ai le coronavirus ou pas. Alors, je voudrais savoir... Mais au même moment, ils ont peur. Et au moment, ils ont peur. Oui. Et pour avoir une conscience tranquille, ils veulent se dire, mais il vaut mieux faire le saut que de rester et voir la maladie se déclarer un jour. Je crois que dans une approche collective, il vaut mieux se nantir des moyens techniques suffisants pour que cette approche de dépistage soit possible, pour que quelqu'un qui veut savoir s'informer sur son état sérologique puisse le faire. Très bien. Il y a tellement de questions que nous n'allons pas rentrer trop dans les détails, sinon nous risquons de ne pas épuiser les questions. Il y en a jusqu'à 100 de questions. Alors, professeur David, mais je voudrais rester sur cette question précise pour vous demander, est-ce que cette question n'appelle pas une autre question qui dit les personnes à risque du Covid-19? Lorsque la personne parle des personnes âgées et des enfants et même des nouveau-nés, les personnes à risque du virus. Alors, pour les nouveau-nés, il y a quelque chose qu'on n'explique pas encore, mais que certains expliquent en disant que peut-être que le fait que le jeune enfant a un système immunitaire en formation, il résiste mieux à cette infection. On n'a pas vu beaucoup d'enfants, en tout cas pas de nouveau-nés, dans ce qui se passe, c'est une nouvelle maladie. Pas de nouveau-nés, jusqu'à à peu près 5 ans, on ne voit pas des enfants. Et donc il y a beaucoup de travaux de pédiatres et qui pensent que le système immunitaire étant en maturation chez ce sujet jeune, il sait mieux se défendre qu'un système immunitaire qui est déjà mûr. Voilà.
La deuxième, le système immunitaire, c'est le système de défense, pour être plus simple. À propos maintenant du dépistage que je veux faire, oui, on peut être porteur, ne pas être porteur aujourd'hui, ne pas être porteur demain ou être porteur dans 1 heure si je rencontre une personne qui me contamine. Voilà pourquoi le dépistage, j'ai envie de me faire dépister sans notion de risque. C'est une fausse sécurité. Très bien. Par contre, les personnes à risque, il faut faire attention parce que les personnes à risque, c'est les personnes d'un certain âge parce que leur système de défense n'est plus apte à bien travailler pour les défendre. C'est les personnes qui ont déjà une autre maladie et on vous a parlé tout à l'heure des personnes qui toussaient depuis 1 mois et que si elles rencontrent un coronavirus, il va plus facilement l'attraper que la personne asthmatique. Voilà, la personne asthmatique va plus... Elle est personne à risque par rapport à une personne non asthmatique. On a vu aussi d'autres terrains qui favorisent ça. C'est comme toute maladie virale d'ailleurs, docteur Baoui. Non, nous allons continuer avec les questions. Alors, je reste avec vous, professeur Mireille David. Alors, quels sont les traitements que vous administrez à ceux qui ont la maladie du coronavirus? Et cette question nous vient de Bernard, tonton B. Non, c'est vraiment docteur Baoui qu'il faut poser la question parce que c'est lui qui soigne. Ah d'accord, docteur Baoui. Alors répondez à cette question. Quel est le traitement que vous donnez aux malades actuellement hospitalisés chez vous? Oui, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la prise en charge du coronavirus, notamment l'hydroxychloroquine et puis un antibiotique, l'azithromycine. Alors, chaque pays a un protocole. C'est vrai qu'au Togo, nous avons élaboré un protocole qui n'est pas tout à fait adopté, mais qui le sera demain. Mais ça n'empêche pas de commencer en attendant que le protocole soit adopté. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont décrits, notamment l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Alors, nous, ici, pour le moment au Togo, peut-être sous réserve de l'adoption du protocole demain, ce n'est pas tous les patients à qui on donne ce traitement. Nous avons parlé des cas symptomatiques, donc on laisse l'infection faire son cours jusqu'à leur guérison. Ils n'ont pas besoin forcément de prendre un traitement. Et le traitement est administré pour l'instant aux patients qui ont des signes de gravité. D'accord, j'ai distingué trois groupes de patients asymptomatiques et puis symptomatiques. Et parmi les symptomatiques, on a 2 grands groupes, enfin ceux qui ont des signes mineurs et puis ceux qui ont des signes de gravité. Donc pour l'instant, le traitement est administré aux patients qui ont des signes de gravité. Également, il est administré aux patients d'un certain âge. Un patient qui a plus de 100 ans et plus, il est d'emblée éligible à ce traitement, à ce protocole, qu'il soit asymptomatique ou non. Et un patient également qui a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques qu'il traîne depuis des années, une hypertension, un diabète, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, qu'il soit symptomatique ou non, il est d'emblée éligible au traitement. Voilà les indications de ce traitement que nous appliquons pour l'instant. Alors très bien. Alors docteur Baoui, lorsque vous parlez des signes de gravité, est-ce que à ce moment-là, on va parler de l'évolution de la maladie vers des complications telles que la pneumonie par exemple? Oui, la pneumonie, ce n'est pas une complication, mais c'est un stade de la maladie. D'accord? Bon, oui. C'est pas une complication, c'est un stade de la maladie. Comme j'ai dit, il y a des signes mineurs et des signes de gravité. Les signes de gravité, c'est lorsque vraiment le virus a envahi vraiment l'arbre respiratoire, notamment les bronches et les poumons. Et avant ça, c'est les voies respiratoires supérieures, avec des signes comme, bon, il y a également la toux quelquefois, l'éternuement, l'écoulement nasal, la fatigue, la fièvre. Ça, c'est les signes mineurs ou bien légers à modérés. Et lorsque vraiment le virus atteint l'arbre respiratoire, c'est-à-dire les bronches et les poumons, là c'est une inflammation qui a lieu au niveau des poumons et ça va se manifester par des signes de gravité, essentiellement la toux et la fièvre qui est élevée et surtout une détresse respiratoire, difficulté pour respirer, voire même une insuffisance respiratoire qui peut emporter le malade. Tout à fait. Professeur David, vous êtes membre du comité de gestion de cette crise sanitaire. Alors, quelqu'un qui demande, est-ce que l'État envisage le couvre-feu dans les prochains jours? Bonne question. Je sais que dans des pays où on n'a pas pu
sensibiliser vraiment les personnes pour qu'elles s'autodisciplinent, on a installé un couvre-feu. Parce qu'on a vu que les gens sortaient la nuit, les gens ne respectaient rien. Et ce que nous faisons et ce que vous faites avec les radios et les télévisions, vous nous aidez à sensibiliser les gens. Vous nous aidez, et même au niveau des radios, il y a des relais au niveau des radios communautaires, jusque dans les villages, pour que les gens se disciplinent. Si les gens se disciplinent, on n'aura pas besoin de couvre-feu. C'est ça le problème. Et c'est le même problème pour le confinement. Le professeur Koumaklo a observé, comme nous tous, que vraiment les gens à Lomé s'autodisciplinent. Vous les voyez même dans des endroits là, ils respectent une queue de 1 mètre. Continuons de sensibiliser pour que tout le monde se sente co-responsable de mettre un frein à l'évolution de la maladie dans ce pays en respectant les mesures barrières. Qu'on ne soit pas obligé à aller à des mesures difficiles, drastiques comme le couvre-feu. Très bien. Père Aziabli, révérend Père, alors dites-nous, depuis que l'État a pris la mesure de fermer les églises, est-ce que vous avez reçu des plaintes de vos fidèles? Est-ce qu'ils ont aimé ou pas? Oui, avant de répondre à la question, vous me permettez d'apporter un petit rectificatif à ce que le professeur a dit au sujet du monde qui va de construction, de destruction en construction, citant le temple de Jérusalem. C'est vrai, mais ce n'est pas Dieu qui a voulu les choses ainsi. Voilà. Dieu n'est pas l'auteur de la destruction. C'est l'homme qui s'écarte de Dieu. C'est ça qui occasionne la destruction. Et Dieu, qui est comme une bonne maman, vient au secours pour reconstruire. Voilà. Maintenant, pour la question posée, vraiment, ça n'a pas été facile. C'est ça. Parce que d'abord, le communiqué est venu en semaine. Or, c'est le dimanche que nous avons le grand groupe des fidèles. Le grand rassemblement. Alors, c'est le vendredi que la note est venue. Et le dimanche, on doit fermer les églises. Certains sont venus parce qu'ils n'étaient pas au courant. Mais on a fermé, on a dû leur expliquer. Mais Dieu Seigneur, mon Père, c'est le jour du Seigneur. Mais pourquoi les évêques vont se plier aux ordres de l'État, etc., etc. On a dû leur expliquer que tout ce que la cité terrestre fait, qui promeut la vie et la dignité humaine, eh bien, l'Église en fait ses préoccupations, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et Jésus est venu pour que nous ayons la vie en plénitude. Donc petit à petit, ils sont rentrés dans cette dynamique, mais je le dis, ce n'est pas facile. Même aujourd'hui, j'ai encore renvoyé certaines personnes qui veulent coûte que coûte venir à la mission, à la grotte, au calvaire ou à l'église pour se recueillir un peu. On leur dit toujours que nos évêques ont demandé de fermer. Pour l'Église catholique, c'est l'obéissance, il faut obéir. Donc, vous voulez nous dire ce soir que vous arrivez quand même à gérer la colère des uns et des autres? Oh oui, bon, les 2-3 premiers jours, c'était difficile, mais maintenant, tout le monde sait que c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Oui, oui. Tout le monde a compris l'intérêt. Tout le monde a compris l'intérêt. Nous allons passer au deuxième sujet de cette émission. Vous savez que la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Donc, un rappel, voici un dossier sur le Covid-19. C'est un sujet qui met en exergue le mode de transmission, les manifestations cliniques et surtout les précautions à prendre pour se mettre à l'abri de cette maladie. Tout de suite, les images. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue.
Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Docteur Baoué, une personne infectée testée positive au Covid-19 qui a été guérie, peut-elle recontacter le virus? Alors, je pense que le professeur David l'a dit tout à l'heure. Il est très peu probable, si je me trompe, professeur. Très peu probable. Oui. Très peu probable, parce qu'il y a une immunité. Alors, en général... Oui, en général, pour les infections virales, lorsqu'on guérit de l'infection virale, on est guéri, quoi. Bon, c'est vrai que pour le coronavirus, c'est un nouveau virus qu'on ne maîtrise pas encore totalement, mais l'idée de se réinfecter est vraiment très peu probable. Même si la personne est mise en contact avec un cas positif, testé positif? Oui, quand on dit guéri, c'est parce que la personne a développé des anticorps. Donc, si elle se met en contact avec le même virus, les anticorps sont là pour détruire le virus. Très bien. Oui. Professeur Koumaglo, alors beaucoup d'idées reçues, beaucoup de rumeurs circulent à propos du Covid-19. Nos réseaux sociaux sont inondés par des informations tous azimuts, surtout sur le WhatsApp. Alors, comment gérer cette problématique? Comment distinguer la vraie de la fausse information? Oui, madame, vous avez parfaitement raison. Nous sommes inondés. Vous savez, tout outil dont vous disposez, il faut savoir l'utiliser. WhatsApp est un outil excellent, mais il faut savoir l'utiliser. Il a son revers. Il a son revers. Exactement. Comme tout autre outil. Donc, par conséquent, il y a les fake news qui inondent complètement ces réseaux sociaux-là. Mais concernant le coronavirus, ce que les autorités disent est clair. Quelles sont les précautions que vous devez prendre? C'est l'essentiel. Si vous voulez aller à la culture, c'est une autre affaire. Mais de grâce, consacrez votre temps à l'information dont vous disposez de la part des autorités qui vous donnent les conseils les plus précieux. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est la meilleure façon de se gérer soi-même et de gérer l'information que l'on reçoit. L'information que l'on reçoit, ce n'est pas à négliger. Cela apporte un plus, mais ce qu'on vous dit ici, ce que professeur Mireille David vous dit, c'est très important dans notre contexte, face à notre réalité. Et il faut s'en tenir. Il faut les considérer. Il faut les considérer. Les prendre au sérieux. Très bien. Alors, je vous l'annonçais dans l'introduction, la médecine traditionnelle fait parler d'elle dans cette lutte contre le Covid-19. Des informations faisant état de l'utilisation de certaines plantes médicinales, notamment l'antipaludéen, connu sous le nom Nimon, en EV. Cette plante-là, certains praticiens le conseillent, le conseillent à la population à titre préventif et donc curatif, c'est ce qu'ils ont dit. Voici à ce propos la réaction de 2 citoyens. Pour éradiquer ce mal, surtout, on a besoin de l'apport de tous. Ça, c'est le premier point. Et nous sommes en Afrique. Il y a une chose que moi je dis toujours,
les plantes qui ont été créées par Dieu ont toujours des vertus. On parle aujourd'hui de Nimon, on parle de Aloma, on parle de etc. etc. Mais est-ce que aujourd'hui, tu vas voir seulement que c'est sur des réseaux sociaux que ça se passe? Exactement, si ces plantes ont des vertus, peut-on le tester au moins à un des cas qui ont été infectés pour voir l'efficacité? Mais cela n'est pas fait. Quand nous prenons de la chloroquine, ce n'est pas le coronavirus qui a permis d'inventer la chloroquine. La chloroquine existait depuis. C'est comme Nimon existait aussi depuis. Donc, pour moi, ce que je demande seulement, c'est que c'est l'automédication que moi je ne conseille pas. Mais ce que je conseille, c'est que les tradithérapeutes qui passent tout leur temps à passer dans les télés, dans les radios, tout le temps là, qu'ils testent au moins une ou bien deux fois ces médicaments sur un des patients déjà infectés. Comme ça, là, on aura au moins un résultat. On va dire que chez nous, au Togo, si quelqu'un est attaqué de coronavirus, il peut utiliser Nimon. Et à quelle dose également? Voilà tout ça là qui met les gens. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai vu une dame qui a mis des Nimon emballés et partant, il dit c'est 2000 francs. On ne sait même pas si déjà ça guérit, mais on nous dit que c'est 2000 francs. Donc il faut que nos tradithérapeutes et les médecins se retrouvent pour voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser aussi nos plantes qui sont traditionnelles et qui sont propres à nous les Africains et les doses par lesquelles nous pouvons le prendre. C'est qu'il y a la médecine moderne a besoin de la médecine traditionnelle. Mais est-ce que c'est que la question que nous nous posons, est-ce que la médecine moderne a essayé la chloroquine, est-ce que ça a marché? Si ça a marché, là on doit adopter. Est-ce que aussi la Nimon qu'on parle là, est-ce qu'eux ils ont pu guérir quelqu'un pour qu'on puisse avoir les preuves qu'ils ont utilisé Nimon pour guérir quelqu'un, pour que tout le monde puisse le pratiquer? Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que Nimon guérit et tout le monde va aller vers Nimon pour avoir un autre problème encore. Donc il faut que la médecine moderne puisse voir si Nimon a guéri quelqu'un. Là, ça peut vers à faire. Mais si la chloroquine aussi a guéri quelqu'un, là, c'est aussi vers à faire pour que tout le monde puisse passer par là aussi pour se guérir. Voilà, professeur Koumaglo, vous êtes chimiste et votre spécialité c'est la chimie des produits naturels et vous êtes ici justement pour réagir par rapport à l'utilisation de ces plantes dites médicinales. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce sujet? Madame, je me réjouis de la réaction de ce que vous avez interviewé dans la rue, parce que cela dénote d'une certaine maturité, d'un certain désir d'aller vers la connaissance, et je l'apprécie. Mais vous savez, vous aviez parlé des réseaux sociaux comme source d'information, mais pouvant porter aussi des infox. Et sur nos réseaux, tout dernièrement, cette histoire de Nimon, Nucléa latifolia, a circulé, tout simplement parce que Nucléa latifolia est utilisé chez nous pour traiter le palu quand nous sommes tout gosses. Chaque matin, on vous fait boire ça avant d'aller à l'école. Avec du citron. On vous fait avant d'aller à l'école. C'était bien et ça faisait son œuvre. Ben, si ça guérit le palu, ça dépend aussi à quel degré. Si vous avez le vrai palu, vraiment, vous pourriez boire beaucoup de limon, mais vous serez amené à aller consulter, aller à l'hôpital. Ça, c'est ça. Et dans ce cas particulier, par exemple, parce qu'il y a une certaine amertume quand vous prenez limon, on l'associe à la quinine. Ce n'est pas vrai. Vernonia et Aloma dont on parle, parce que c'est amer, et ce que l'on a derrière la tête, c'est qu'il y a la quinine. Ce n'est pas vrai. Mais c'est quand même amer lorsqu'on buvait ça dans le temps. Oui, c'est amer, mais c'est parce qu'il n'y a pas de quinine là-dedans. Ce n'est pas parce que c'est amer qu'il y a de la quinine. C'est ça.
Hein? Et vous voyez le drame chez nous, sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux, pas seulement au Togo, mais partout d'ailleurs, c'est ces informations fausses qui circulent librement, sans filtre, et qui empoisonnent en quelque sorte la quiétude des uns et des autres. Pour aller plus loin, il y a toute une histoire derrière ça, parce que il faut se poser la question, l'hydroxyquinone, la chloroquine et l'hydroxyquinone sont des produits de synthèse. C'est la quinine qui est seulement le produit qui a été extrait du quinquina. Et c'est après qu'on a synthétisé les autres dérivés. La chloroquine n'est pas un produit naturel. Même plus tard, parce que la plante, la plus belle dame, ne peut donner que ce qu'elle a. La nature ne peut pas indéfiniment nourrir le monde de cette substance-là. Donc on a été obligé de synthétiser la quinine. C'est ça. Donc aujourd'hui, la quinine que nous voyons un peu partout, c'est des produits, tous sont des produits de synthèse. Quand on dit, bon, il suffit d'aller chercher telle plante, nous sommes face à une pandémie. Ce n'est même pas une épidémie. Même si c'était une épidémie, ça pouvait se contrôler. Mais combien, par exemple, pour le quinquina, c'est l'écorce ou la racine que l'on coupe. Vous allez couper tout ça là? Pour combien de personnes? Donc il y a une question d'échelle qu'il faut respecter. Il ne faut pas exagérer. Quand vous voulez aborder un sujet, il faut l'épuiser complètement à votre propre niveau, en avoir une connaissance suffisante avant d'en parler sur les réseaux sociaux. Bref, c'est pour dire que Vernonia aloma ou Nuclea latifolia, limon, ne contiennent aucun dérivé de quinine. Et là, on en discutera un peu plus tard. Qu'est-ce que la quinine fait? Qu'est-ce que l'hydroxyquinine fait? Qu'est-ce que la chloroquine fait dans le traitement de cette pandémie-là? Ça, c'est la question. On fait des similitudes sans avoir les raisons les plus acceptables. Très bien. Malheureusement, non pas malheureusement, vous savez que selon l'OMS, 80% de la population s'adonne encore à la médecine traditionnelle, une médecine vieille comme le monde, c'est vrai. Et donc, dans cette lutte généralisée, la médecine traditionnelle aussi veut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, nous allons écouter un praticien qui se prononce sur l'utilisation ou bien la prise de Nimo et qu'est-ce qui justifie ce choix. Nous l'écoutons tout de suite dans ce sujet qui va suivre. La plante médicinale appelée Nimo peut, à mon avis, contribuer à régler le problème, puisque cette plante est connue et reconnue depuis des générations. On l'utilise dans nos milieux pour régler les problèmes paludéens. Et les scientifiques viennent d'établir que la chloroquine, qui est un dérivé de la quinine se trouvant dans cette plante, permet de juguler le problème. Donc oui, je crois que Nimo, la plante Nimo, peut vraiment régler le problème. Traditionnellement, les gens mettent Nimo dans une marmite, de préférence en argile, avec un peu de citron dessus, et ils font cuire et ils boivent. Ça, c'est la façon traditionnelle et empirique. Mais aujourd'hui, d'après les informations qui passent sur les médias, les scientifiques parlent de chloroquine 200 mg matin, 200 mg midi, 200 mg le soir. Mais les thérapeutes, les praticiens de la médecine traditionnelle que nous sommes, nous ne sommes pas équipés pour faire ce dosage à partir des décoctions traditionnellement utilisées. Donc, à mon avis, c'est le moment pour que les scientifiques, pharmaciens, pharmacologues, médecins, chimistes, biochimistes, travaillent la main dans la main avec les thérapeutes pour établir une posologie vraiment à base scientifique de cette plante dans nos milieux. Dans cette lutte contre le coronavirus, l'utilisation de cette plante qui a toujours été faite de façon empirique
doit être maintenant cadré de façon plus scientifique. Nous avons, heureusement, dans notre pays des scientifiques. Donc tous ces scientifiques-là, en se mettant la main dans la main avec les praticiens de la médecine traditionnelle, permettront de sortir une dose à base scientifique. Puisque traditionnellement, on fait cuire le nimon avec du citron et on boit. Chacun a son rythme, chacun avec sa posologie. Mais dans l'état actuel, nous sommes dans une situation bien plus grave et il y a urgence. Et donc, il y a nécessité, à mon avis, que ce partenariat praticien de la médecine traditionnelle et scientifique se fasse et rapidement pour établir une dose à base scientifique. Nous conseillons déjà aux gens d'utiliser cette plante, le nimon, dont le nom scientifique d'ailleurs est Nuclea latifolia. Donc nous conseillons aux gens de l'utiliser à titre préventif. Nos actions ne font pas que conseiller l'utilisation de nimon. Nous touchons un peu plus large. Il y a toutes les recommandations de l'OMS et du gouvernement. Ce que l'on appelle les gestes barrières. Ne pas serrer de main, se laver les mains souvent et utiliser le gel hydroalcoolique quand on en a. Mais quand on n'en a pas, se concentrer sur le lavage des mains de façon répétitive tout le long de la journée. Et puis, veiller vraiment à son environnement. D'autre part, nous conseillons également en matière d'alimentation, parce qu'il y a des aliments qui permettent de renforcer l'immunité de l'organisme. Et quelques-uns de ces aliments que tout le monde connaît, c'est l'ail, le citron, par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, manger tout ce qui peut renforcer l'immunité de notre organisme, utiliser les mesures barrières, toutes les recommandations de l'OMS et du gouvernement, et puis faire attention à soi-même, parce que peut-être l'OMS n'a pas pensé à tout, peut-être le gouvernement n'a pas pensé à tout, c'est à nous de découvrir des mesures complémentaires susceptibles de nous protéger. Voilà, c'était Monsieur Clément Logossou Teko, il est praticien. Professeur David, vous l'avez écouté, il a dit beaucoup de choses, c'est vrai. En voulant rendre service parfois à la population, on peut l'induire aussi en erreur. Il a dit des choses, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qu'il a dit? Donc je reviens avec au professeur Koumaklo qui a fait des travaux scientifiques sur ces deux produits, Aloma et Nimon. Et il n'y a pas trouvé de la quinine. Je voudrais aussi dire que le traitement qui est proposé à base de chloroquine est un traitement que nous allons expérimenter. C'est une maladie nouvelle. On ne sait rien de ce virus. C'est un parfum sauf que 80% des gens en guérissent naturellement. Que vous fassiez rien du tout, ils guérissent. Et donc, notre jeune collègue Baoui l'a déjà dit. Oui. On n'a pas donné ça. Ils ont au centre des gens à qui on n'a rien donné. Ceux qui avaient des formes mineures et qui sont guéris avec seulement le traitement des signes. Donc rien n'est encore écrit sur cette histoire. Nous la vivons en direct, si on peut dire ça. Mais je crois que les gens qui font la chimie des plantes, et notamment la chimie des produits naturels, sont bien placés, mieux placés que nous, pour nous donner la composition de ces produits naturels. Et la référence nationale, en tout cas, c'est professeur Koumaklo. C'est professeur Koumaklo. Justement, professeur Koumaklo, vous avez dit beaucoup de choses avant qu'on ne l'écoute. Et je crois que nous avons aujourd'hui, bien ce soir, faire la part des choses. Et ceux qui nous regardent également doivent faire la part des choses en écoutant vos explications et ce que notre praticien a dit. Ce que moi je sais, c'est qu'en consommant le nimon, ça ne va pas nous tuer.
parce qu'on en a consommé suffisamment contre le paludisme lorsqu'on était tout petit. Le seul problème peut-être c'est le dosage. Il ne faut pas trop en abuser parce qu'on le dit souvent que l'abus de toute chose est nuisible. Alors je reste avec vous, professeur Koumaglo. Alors, les plantes alimentaires médicinales, ça existe quand même pour renforcer, il a dit, pour renforcer l'immunité, le système immunitaire. Alors, quelles sont ces plantes médicinales? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Bon, je voudrais revenir un peu en arrière sur ce qu'il a dit. Je le félicite parce qu'il a fait preuve d'une certaine compétence dans son domaine. C'est ça. Parce que et ce sont des leaders d'opinion qui peuvent intervenir dans ce combat que nous devons mener ensemble. Influencer. Oui, absolument. Et il a dit des choses très intéressantes. Tout à fait. Avec des erreurs, certes, que chemin faisant, ensemble, nous pourrions corriger. Tout à fait. Et ça, je vous dis sincèrement que l'Afrique a un potentiel énorme. Et l'Afrique doit s'inviter à cette étape du donner et du recevoir pour faire valoriser la médecine traditionnelle dans les échanges avec les autres parties de notre humanité. Sur un même plan d'égalité. Bon, alors, concernant les plantes, ce qu'il a dit, et je rebondis là-dessus, nous avons dit tout à l'heure que ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Parce que tout simplement leur système immunitaire est déficient, est faible. Et nous avons dit aussi que voilà, il faut renforcer le système immunitaire. Donc, tout aliment qui peut aider à renforcer ce système immunitaire peut concourir dans le traitement du coronavirus. Je vous le rappelle que quand on parle d'hydroxyquinine et de chloroquine, ce n'est pas face au palu. Non, au parasite du palu, ce n'est pas ça. Parce que c'est un fébrifuge, la quinine. Et la chloroquine, ce sont des fébrifuges. Et puis, ce sont des tonifiants. Vous rappelez cette boisson tonique que nous prenons habituellement. Et c'était en temps de guerre, où on ajoutait un peu de quinine dans cette boisson-là pour les militaires sur le champ de bataille. Donc c'est un tonifiant. Donc ça permet de rétablir, de couper la chaîne de duplication de l'ARN viral et puis de fortifier le système. Donc tout aliment qui peut concourir à renforcer le système immunitaire peut être utilisé dans ce combat-là. C'est pourquoi quelque part, ceux qui citent des plantes sans savoir exactement ce que ces plantes-là font, pourraient avoir raison quelque part. Il suffit et il importe de savoir si par exemple là, ces plantes sont susceptibles de renforcer le système immunitaire et de faciliter le combat contre les infections virales. Les infections virales. Tout à fait. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'Afrique qui regorge de potentialités. Alors, l'OMS nous a mis en garde en disant que l'Afrique doit se préparer au pire. Alors, nous sommes en plein cœur de la lutte anti-Covid-19. Selon vous, quelles sont les forces dont disposent les pays africains dans notre pays, le Togo, pour faire face à ce virus? Oui, je crois que tout récemment, sur les réseaux sociaux, je viens d'apprendre que le président de l'université de Lomé a mis en place un comité coronavirus 19. Et je me réjouis de cette initiative avec un financement. Bon, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et, déjà, c'est un début. Donc, le Togo dispose de compétences énormes pour pouvoir travailler et faire valoriser notre patrimoine commun que constituent les plantes médicinales. C'est ça. Oui. Il faut créer les institutions les plus appropriées, leur donner les moyens de se mettre en œuvre. C'est tout. Et c'est ce que tant de pays comme la Chine ont fait.
la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, a pris de la valeur. Madagascar, elle a beaucoup évolué. Oui, Madagascar a fait un excellent travail. Il y a des produits, la prévention de Madagascar, la substance a été brevetée, ça rapporte énormément à ce pays-là. Donc, le Togo peut faire autant. Vous avez le Bénin à côté qui fait ce qu'il peut. Il y a même des produits que l'on propose dans le traitement de coronavirus actuellement. Donc, il y a d'énormes capacités en Afrique. Très bien. Alors, dès que l'information sur la prise de Nimo ou d'Aloma est partagée sur les réseaux sociaux, pour certains, ça y est, c'est le remède pour guérir du virus ou le prévenir. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres y associaient même de l'alcool, croyant trouver la solution. Voici deux avis de nos citoyens, de deux citoyens sur la question. Nous allons laisser. En tout cas, ça là, c'est ça que les gens disaient, que de prendre Nimo, Aloma, tout ça, ce qui est en mer là. Chez moi, il n'y a pas de problème pour ça. Je vois que c'est bon. Parce que c'est en mer. Tu mélanges avec Sorabi là, tu prends là. Ouais, ça va tuer. Même Sorabi, c'est alcool. Ça peut tuer le virus là. C'est ça, à mon avis, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on prend, c'est un dialouma et Sorabi, sur ça. Mais on prend seulement, on ne sait pas que ça qui tue ou bien ça qui va causer encore autre chose pour nous. On ne sait pas pour le moment. Mais pour le moment, c'est la solution qu'on trouve pour nous, que c'est ça qui tue le coronavirus. Mais de la confirmation que c'est ça, c'est eux qui vont nous donner l'avis maintenant. Moi ici aussi, je suis ici là-haut. Je m'inquiète beaucoup. On est dans la main de Dieu. Voilà, on est dans la main de Dieu. Nous avons un homme de Dieu justement parmi nous ce soir. Révérend Père Aziabli, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter? Oui, c'est vrai que même la médecine occidentale, c'est à partir des éléments de la nature. Et je demanderais tout simplement à ce que les connaisseurs en la matière se retrouvent vraiment pour, entre guillemets, moderniser la pharmacopée africaine. Parce qu'il y a des éléments dedans vraiment qui peuvent pas seulement lutter contre le coronavirus, mais dans le domaine général de la santé. Mais il faut toujours une analyse scientifique, parce qu'en voulant guérir une maladie, on peut causer d'autres. Par exemple, moi qui vous parle, si je prends le citron, demain, mes pieds seront enflés. Et donc, il faut une analyse scientifique pour que la pharmacopée africaine nous aide, comme la médecine chinoise continue de faire ses preuves. Merci beaucoup, Révérend Père Aziabli. Docteur Baoué, vous les avez écoutés et ils disent, on a appris et c'est ce que nous prenons, sans savoir toutefois si ça peut nous guérir ou bien ça peut nous créer encore d'autres ennuis de santé. Et il a même interpellé, c'est à vous de nous dire. Il a dit, je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur répondre ce soir? Et à travers eux, toute la population, bien toutes les personnes qui pensent que Nimo ou bien Aloma associé avec de l'alcool peut guérir le virus. Fixer droit l'objectif de la caméra et adresser leur message ce soir, Dr Baoué. Non, ça c'est des faussetés. Alors la médecine, qu'elle soit traditionnelle ou conventionnelle, elle doit se baser sur des preuves. Tout à fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, les gens pensent que tout ce qui est amer, parce qu'on a parlé de la chloroquine, donc par ricochet, tout ce qui est amer pourrait ou bien soigner ou bien guérir le coronavirus. C'est pas ça. Il faut des preuves au laboratoire pour savoir si vraiment les substances dont on cite là, est-ce qu'elles sont actives sur le virus. Donc sans preuve, on ne peut pas dire que ces substances-là ou bien ces plantes-là vont soigner le coronavirus. Donc les gens se sont basés sur le fait que la chloroquine qui a été expérimentée et
pas ricocher tout ce qui est amer, hein, et puis bon, dans nos milieux, puisqu'il y avait des plantes, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, qu'on utilisait pour soigner le paludisme. Donc on pense que bon, Nimo ou bien Aloma également peuvent soigner parce que c'est amer. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des preuves. C'est de la fausseté pure et simple. Très bien. Oui. Alors nous allons et l'alcool aussi, hein. Oui, l'alcool aussi. L'alcool là, c'est grave. Non, c'est encore grave. Ça va encore endommager les cellules du foie et puis après c'est autre chose qui va survenir. C'est cirrhose de foie. Oui. Très bien. Nous allons également prendre 5 questions de nos téléspectateurs. Alors, une question qui dit tant que je n'ai pas vu les malades, et cette question je vais l'adresser au docteur Baoui, puisque c'est vous qui êtes en charge, en première ligne, dans la prise en charge des personnes testées positives. Alors, tant que je n'ai pas vu les malades infectés et hospitalisés au CHR, je ne croirai pas à l'arrivée de cette maladie chez nous au Togo. À l'étranger, les images des malades sont montrées à la télé. Pourquoi pas ici? Ça peut aider les gens à y croire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais intervenir en tant que responsable du comité d'éthique. Ce que l'on montre à la télé, c'est ceux qui veulent être montrés à la télé. Je ne peux pas montrer un malade sans son accord à la télévision. Et je pense que je vais redonner la parole à Baoui. Je n'ai pas le droit, nous avons une déontologie médicale. Je n'ai pas le droit de le montrer. Et dans la déontologie médicale, on dit « ma bouche taira les secrets qui m'ont été confiés ». Tout ce qu'on avait vu à la télévision dans d'autres pays, ils ont délibérément accepté. C'est eux qui ont même voulu témoigner. Si quelqu'un veut témoigner, on va le laisser témoigner. Regardez dans certaines télévisions maintenant, à l'étranger, quand on prend des photos, on floute des gens parce que ceux-là, on dit qu'on ne veut pas. Ouais. Qu'on les passe à la télé. Maintenant, je vais donner la parole à Dr Baoui. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens ne croient pas à l'arrivée du virus dans notre pays parce qu'ils n'ont pas vu les malades dont vous avez testé la positivité du Covid-19. Alors, je dirais que s'il était possible de faire venir ces gens-là et les faire entrer dans les salles, on le ferait. Mais comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il faut respecter, il y a une éthique, il faut respecter. Et même ce qu'on voit à la télé, on ne voit pas, le visage de ces patients-là. Et donc ces patients-là qu'on a filmés, qu'on voit à la télé, même le caméraman qui va filmer, il ne va pas comme ça pour le faire. Donc c'est une maladie qui est dangereuse, qui est contagieuse, et pour s'approcher du malade, il faut s'aguerrir d'une certaine, d'une certaine protection. C'est ça. Donc ce qu'on voit à la télé, bon, c'est vrai, mais ça, c'est pas parce que d'autres pays ont montré que forcément on doit montrer. Ce qui est sûr, on n'est pas là pour pour jouer. C'est ça. La maladie est bien là au Togo. Très bien. Alors, une autre question qui dit, on nous demande de respecter la distance d'1 mètre entre nous, mais dans nos marchés, on s'aligne. Comment allons-nous faire? Professeur Koumaglo, cette question, elle est à vous. Nos marchés ne sont pas encore fermés, nos mamans vaquent librement à leurs activités. Les marchés, il y a toujours ces regroupements-là et les revendeuses sont assises côte à côte et pourtant la distance de 1 mètre, on nous demande de la respecter. Bon, je crois qu'il faut d'abord respecter les indications qui sont données par les autorités de la santé publique. Se protéger, se laver régulièrement les mains. Et puis, la distanciation aussi, c'est très important. Il ne faut pas croire que nos populations ou ceux qui vendent ne comprennent pas l'enjeu. Ils en savent peut-être mieux que certains d'entre nous. C'est une question de sensibilisation et d'accompagnement. C'est tout. Sensibilisation et accompagnement. Vous verrez que il y aura de la discipline dans ces marchés publics-là. Très bien. Nous qui sommes nombreux dans une chambre, comment allons-nous faire, professeur Mireille David? Voilà même le fond du problème. Vous êtes sujet contact. Si vous êtes nombreux dans une chambre et qu'il y a une personne
qu'elle soit porteuse asymptomatique, malade avec peu de signes, vous êtes sujet contact. Et à ce moment-là, si la personne qu'on a diagnostiquée positive l'est, tous ceux qui sont dans la pièce seront testés, doivent être testés. Ce sont des contacts très proches. Et je voulais revenir aussi sur... les femmes ont pris déjà des dispositions. Les masques que vous avez vus dans la rue en tissu, ça a été une auto-formation des femmes. Elles n'ont pas envie de tomber malades. Mais déjà, on avait donné comme mesure, pas seulement la distanciation, on a donné plusieurs mesures. La distanciation, le fait de porter un masque pour ne pas contaminer l'autre. Et pour les femmes du marché, on leur a dit de porter un masque. Est-ce qu'on peut arrêter et fermer tous les marchés aujourd'hui à l'instant T? Ça va être comme difficile. Vous avez dit, professeur Mako, ça a beaucoup de conséquences. Combien d'entre nous peuvent faire des réserves dans un réfrigérateur ou un congélateur? La dame qui vend au marché, c'est pas avec ça qu'elle nourrit. Elle nourrit ses enfants avec. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a des incidences médicales, mais aussi sociales, qui font que la décision, la prise de décision là, n'est pas simple. Si vous voyez comment elle a été faite dans certains pays développés, elle est faite, mais aujourd'hui on demande aux gens de retourner dans les usines pour aller fabriquer les masques. Et il y a des impacts économiques qui font que cette décision ne peut pas être prise comme ça à la légère. Et c'est pour ça que les mesures barrières, il faut les respecter. Très bien. Parlons justement de la fabrication des masques. Est-ce que les cache-nez fabriqués ou bien cousus par les couturiers sont-ils efficaces aussi, professeur? Oui et non. Je vais faire comme Baoui tout à l'heure. Oui et non. C'est-à-dire qu'on sait que les masques, le virus, c'est tout petit, très fin. Le diamètre d'un virus, c'est 1/100 du diamètre de vos cheveux. Donc c'est très fin. Les masques qui ne permettent pas au virus, qui ne permettent pas de laisser passer le virus, ni dans un sens, ni dans l'autre, ce sont les masques-là que l'on réserve aux médecins. On les appelle N95 ou FE, c'est des masques un peu spéciaux. Le masque chirurgical a une maille plus grosse. Il permet de bloquer les particules dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la quantité, si du virus passe, la quantité est beaucoup moindre que si on n'avait pas ce masque. Disons-nous des masques chirurgicaux, des masques artisanaux en tissu. La maille est plus grande, mais à défaut de rien, il faut avoir ça. Mais si on l'a, il faut, comme le disait un de mes collègues, professeur Girard de l'Institut Pasteur de Paris, si on utilise les masques dits artisanaux, il faudrait les changer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures et les imprégner d'eau d'antiseptique, mais en tout cas les changer tout à fait régulièrement. C'est un pis-aller, mais ce n'est pas une vraie sécurité. C'est-à-dire que si je porte un masque en tissu et que quelqu'un qui est contaminé tousse vers moi, je n'ai pas la garantie de ne pas être contaminé. Voilà ce que je voulais dire. Encore une question. Alors, que devons-nous faire en tant que travailleurs de la zone franche avec 2 milliers de collègues? Docteur Baoui. Alors, c'est toujours la distanciation qu'il faut respecter. Si le confinement ou bien l'arrêt de travail n'a pas été décrété dans l'entreprise, il faut respecter cette distanciation-là. Absolument, oui. Absolument. Alors, nous allons passer au dernier sujet de cette émission. Alors, dans la lutte contre le Covid-19, est-ce qu'on peut penser aux plantes médicinales, les plantes qui peuvent agir sur l'organisme en renforçant le système immunitaire? C'est possible, nous l'avons écouté tous ici sur ce plateau, c'est possible. Des plantes médicinales alimentaires, ça existe, mais attention, il ne faut pas consommer n'importe quelle plante. Alors, c'est ce que nous dit
suivi ici, dans cette interview, du professeur Kossi Metourougo. Il est maître de conférence, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé à l'Université de Lomé. Nous l'écoutons. Vous savez que le coronavirus, c'est un virus nouveau que le monde a découvert, qui a induit la maladie qu'on appelle la Covid-19. Et ça a surpris le monde entier. Vous avez vu qu'au niveau médical même, on ne trouve pas de médicaments précis, molécules de synthèse précis pour le traiter. Mais nous avons la conviction qu'on peut retrouver des plantes pour un temps soit peu participer à la lutte contre ce coronavirus. Pourquoi je l'ai dit? Je vais faire un peu d'historique. Quand la maladie sida s'est déclenchée, les premières molécules que le monde entier a utilisées sont des molécules, la plupart, qui ont été garées parce que ces molécules ont prouvé leur toxicité. Mais en 2 semaines, on a ressorti ces molécules, on les a testées et puis on a montré leur efficacité thérapeutique. Donc de la même façon aujourd'hui, généralement dans les infections virales, dans les épidémies virales, outre les barrières, c'est-à-dire les mesures hygiéniques qu'il faut prendre pour éviter de choper la maladie, il y a l'immunité qui rentre en jeu. L'immunité est très importante pour combattre les épidémies virales. Et donc nous on pense qu'au niveau de la flore togolaise ou bien de la flore mondiale, il y a des plantes qui peuvent booster l'immunité. Et ces plantes-là peuvent participer à la lutte contre le coronavirus. Il faut prendre ces informations avec des pincettes. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai tout à l'heure dit qu'il y a des plantes qui sont immunostimulantes, qui peuvent participer à la lutte. Il y a des plantes que les thérapeutes ont toujours utilisées et qui ont prouvé leur effet antiviral. Je ne vais pas citer de plantes de peur que les gens vont commencer par l'utiliser. Mais les plantes qui circulent sur les réseaux sociaux, il y en a parmi eux, avec la biblio, qui a montré qu'il y a des effets antiviraux sur plusieurs variétés de virus. Sauf qu'on ne les a pas encore utilisés sur le coronavirus. Et donc pour cela, c'est comme on va se référer au système qui s'est passé, dont je vous ai parlé sur le sida, et les gens vont l'utiliser. Et en l'utilisant, peut-être on va tomber sur les plantes qui vont prouver leur efficacité et qui vont servir. Mes conseils, les tout premiers, c'est de voir parmi les plantes alimentaires que tout le monde utilise, parce que ces plantes, on connaît déjà qu'ils n'ont pas d'effet toxique sur l'organisme à une certaine dose. Ces plantes qui sont immunostimulantes, je peux proposer certains même. Si vous prenez Adansonia digitata, ce que nous appelons alagbati, vous voyez qu'on utilise les feuilles pour préparer la sauce et nous consommons les graines. C'est la famille de ces plantes peuvent être utilisées comme des immunostimulantes et ne vont pas induire d'effets toxiques que nous tous nous redoutons. C'est des effets adverses que nous voulons éviter. C'est pour cela que nous ne pouvons pas citer en même temps des plantes parce que les gens ne vont pas connaître la dose et la manière d'utilisation. Mais néanmoins, toutes ces plantes qui sont alimentaires, j'ai donné l'exemple d'Adansonia digitata, il y a l'ail que nous consommons, il y a les légumes comme Vernonia amygdalina. Ces plantes, on pouvait continuer de les consommer pour pouvoir continuer de booster notre immunité. Et je pense que avec l'aide de Dieu, si notre immunité est forte, on trouvera un moyen pour lutter contre le coronavirus. Voilà, l'immunité de l'organisme est très importante dans les infections virales. C'est ce qu'a laissé entendre le professeur Metourougo. Alors, d'où la nécessité, professeur David, de renforcer cette immunité-là, qui constitue un rempart contre le Covid-19 ou tout autre virus. Vous confirmez? Oui, je confirme. Apparemment, ceux qui guérissent, ils guérissent parce que leur système de défense, système immunitaire, a permis cette guérison. Ceux qui guérissent, on leur a rien donné. Sans traitement. Oui, ceux qui sont asymptomatiques et qui guérissent, c'est 80% des gens, et ce n'est pas que pour le coronavirus. Et on voit justement le fait que ce sont les personnes plus âgées ou les personnes qui ont un système immunitaire engagé dans un autre combat contre une autre maladie, qui font les formes graves. C'est vraiment
des images en faveur du fait que le système immunitaire joue un rôle fondamental dans la lutte contre ce virus. Très bien, alors on le dit si souvent, gouverner c'est prévoir. Le Covid-19 a beaucoup pris de l'avance sur nous en poursuivant sa course meurtrière. Alors vous êtes membre du comité de gestion de cette crise sanitaire. Pensez-vous que les stratégies mises en place par le gouvernement sont assez conséquentes et convaincantes pour espérer gagner ce combat, professeur David? Cette nouvelle maladie a pris tout le monde de court. Et les nouvelles, les dernières nouvelles nous montrent même qu'en Chine, on a été pris de court. Si vous regardez l'histoire de ce virus, on avait pensé, et des grands de ce monde l'ont dit, c'est un virus, c'est le virus chinois. On avait pensé que c'était une petite affaire qui allait se limiter en Chine. Et des grands pays, avec des grands présidents dont je ne citerai pas le nom, ont bien dit que c'est une petite affaire virus chinois. Et on voit que ça prend une grande ampleur. Je voudrais dire que des grands pays d'Europe ont démarré plus tard que d'autres. Si on regarde en Europe, il y a des pays où on voit que c'est très développé, d'autres qui ont pris le train en marche. Je voudrais me féliciter qu'en Afrique, on a fini par se mettre en place et tout le monde court pour faire de son mieux. Et au comité de gestion de crise, comme avec les collègues qui sont sur le terrain, il y a réunion tous les jours, tout le monde donne son point de vue, sa petite expérience. La population aussi, on voit comment elle a réagi, on en tire des conclusions. Nous prions fort et le prêtre est là avec nous pour que cette prise de conscience des populations africaines permette de limiter la diffusion de la maladie dans nos pays aux ressources très limitées. C'est vrai que, Dr Baoué, le Covid-19, c'est un parfait grand inconnu. Alors, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté au niveau du CH Lomé Commune pour prendre en charge les malades. Quelles sont les difficultés que vous avez? Est-ce que tout est bien là-bas? Côté logistique. Côté logistique, bon, c'est vrai que les difficultés, il y en a, et de jour en jour, on fait tout pour les parfaire. Vous savez qu'avant d'arriver au CHU Commune, on était au CHU Campus, et c'est parce que ce site ne pouvait pas contenir tout ce nombre de cas qu'on était obligé de loger Manu Militari au CHUR Lomé Commune. Et la difficulté, c'est que c'était un samedi 21 ou 21 mars où vers 15h, 15h par là, on disait voilà, on déménage. Et donc c'était pas une chose facile d'abord de déloger les malades qui étaient là-bas et puis mettre les lieux au propre et faire venir nos malades. Donc ça c'était la première difficulté. Donc on est parti dans un hôpital qui n'était pas vraiment préparé pour ça. C'est ça. Et ça c'est la première difficulté. Donc les malades également ont ressenti cela par des petits problèmes qu'on a essayé de régler au fur et à mesure. Actuellement, une bonne partie du CH Lomé Commune est vraiment en réflexion. Et les travaux sont plus que finis d'un côté et certains équipements sont déjà annoncés qui vont maintenant parfaire la prise en charge. Et donc c'est une bonne chose. Donc les difficultés, il y en a toujours, mais de jour en jour, on arrive à s'adapter et puis à trouver des solutions. Très bien. Professeur Koumago, le virus a pris une longueur d'avance sur l'humain. Le Togo peut-il venir à bout de ce virus qui reste, je le disais tantôt, un grand inconnu? Non, je crois que effectivement le virus a pris une bonne longueur d'avance sur l'humain, mais je crois que les organisations, la stratégie mise en place par le Togo a sa place dans ce combat-là. Parce que il y a des commissions qui ont été installées. Et vous voyez, c'est un virus tout à fait nouveau. Et les approches vont s'édifier au fur et à mesure. De jour en jour. De jour en jour.
avec le temps. C'est ça. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, nous avons la solution. Très bien, nous avons, ou bien nous aurons la solution, ou bien nous avons la solution. Révérend Père Aziabli, est-ce que la solution passera par la prière par Dieu? Oui, c'est vrai, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il ne nous engage pas à rester, à prier, à regarder que la main tombe du ciel tout simplement. Et comme on dit en latin, ora et labora. Et nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu et travailler aussi comme si tout dépendait de nous. La question tout à l'heure, le fond est que gouverner c'est prévoir. Je vais rebondir là-dessus. Nous devons prier. Nous devons prier, mais déjà, nous devons nous préparer si jamais le pire arrivait. J'avais animé une émission avec le docteur Baba à Radio Zéphi la fois dernière et elle nous disait que le centre CHR de Kégué n'a que 120 lits. Et si jamais on arrivait à dépasser le nombre de 120, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on doit penser à cela. Nous voulons tous que la maladie ne progresse pas. Mais nous devons aussi nous préparer à l'éventualité. Mais si on attend à ce que le nombre dépasse, c'est en ce moment-là qu'on va dire qu'est-ce qu'on va faire de gauche à droite. Ça va être vraiment catastrophique. Vous le savez, même la manière dont on a évacué rapidement le centre de Kégué, ça fait beaucoup de mécontentement. Tout à fait. Donc déjà, on doit penser, si le centre de Kégué n'arrivait plus à contenir les gens, mais où est-ce qu'on va envoyer les gens? Il faut qu'on commence déjà à réfléchir tout en priant que le Seigneur nous aide à ce que la maladie ne progresse pas. Merci beaucoup, professeur David. Le virus, il est là, il est dangereusement incontrôlable. Et au niveau du comité de gestion dont vous êtes membre, et on l'a dit tout à l'heure, le CHR Lomé Commune ne dispose pas assez de lits. Et pour le moment, on peut se contenter des lits que vous avez, ou bien que nous avons au niveau de ces CHR-là. Mais si éventuellement d'autres cas arrivaient, comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Et les malades qui présentent des signes graves, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Baoué, qui ont des détresses respiratoires, est-ce que vous avez techniquement ou bien matériellement des respirateurs, ou bien je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour soulager ces malades-là? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Sur la question des respirateurs, je laisserai Dr Baoué répondre. Mais pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir, pas en train de réfléchir, nous avons mis en place au niveau des régions des centres. Les centres dans chaque région sont identifiés et sont en train d'être renforcés. Des centres de confinement? Quels centres? Non, des centres de traitement. Des centres de traitement? Des centres de traitement au niveau de chaque région ont été identifiés et sont en train d'être renforcés. Néanmoins, tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention à... Dr Bavoy avait dit quelque chose, que si le nombre dépasse certaines capacités, envisager de confiner les malades les moins graves à domicile est aussi une politique qui a été menée dans d'autres pays. Et dans d'autres pays, on pense aussi réserver que les formes graves pour les services de réanimation. Parce que les autres maladies ne se sont pas arrêtées, n'ont pas disparu. C'est ça. Pour la question des respirateurs, Dr Baoué, je vous donne la parole, en sachant qu'il y a des problèmes respiratoires mineurs, comme vous l'avez dit, et des problèmes respiratoires majeurs. Je vous donne donc la parole. Tout à l'heure, je disais qu'une partie du CHR Lomé Commune est en réflexion et donc les travaux sont déjà finis d'un côté. Et ce soir, quand je quittais le CHR pour venir à cette émission, il a été annoncé déjà l'arrivée de 4 respirateurs.
Voilà. Donc il y a une partie réanimation qui est vraiment bien construite et pour être équipée. C'est ça. Et donc on a annoncé 4 respirateurs qui sont arrivés, donc qui vont être installés d'ici là. C'est déjà bien. Oui, bien sûr. C'est un grand pas. Oui, parce que cet outil-là vraiment est vraiment indispensable pour vraiment la prise en charge des cas sévères. Très bien. Lorsque les malades sont en détresse respiratoire, c'est le respirateur qui doit les sauver. Voilà. Oui. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais spécialement, mais particulièrement laisser le dernier mot au révérend père, Johannes Aziabli pour sa conclusion, bien la conclusion de l'émission de ce soir. Révérend père, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, au nom des divers intervenants, je voudrais dire merci à la TVT et aux autres médias pour ce travail de sensibilisation. Vraiment, tous les médias ont pris ça à cœur et je pense qu'avec la grâce de Dieu, la maladie ne va pas progresser outre mesure. Et le Seigneur Jésus nous a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et donc la maladie est là, c'est vrai, et c'est une maladie très dangereuse, c'est vrai, mais nous n'allons pas nous angoisser, avoir peur, mourir de peur même. C'est ça. Vous voyez, quelqu'un disait la fois dernière que si certains ne savent pas faire, il y a un autre virus qui va les attaquer et les conduire à la mort, c'est la peur. C'est la peur. Donc le danger est là. Mais si nous prenons les précautions et avec l'aide de Dieu, il me semble que nous arriverons à sortir de cette pandémie. Donc n'ayez pas peur, prions, mais aussi utilisons. Agissons, voilà. Agissons, voilà. C'est le résumé. Prions et agissons. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre attention. Chers invités, merci. Merci pour votre présence et surtout pour toutes vos explications ce soir. Et cette émission, je vous le rappelle, sera reprise demain à la même heure en Mina pour nos moments et nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le français. Le jeudi, ce sera dans la langue kabyle. Et merci donc à la réalisation et à notre collègue Théophile Ekpe pour sa traduction en gestuelle. Merci beaucoup Théophile. Il se trouve de l'autre côté du studio pour nos amis, les malentendants qui ont aussi besoin d'informations. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur cette même chaîne. Au revoir et excellente soirée à tous. Coronavirus.